ici c'est David et je vous présente la première vidéo de notre cours d'histoire virtuelle online qui va nous porter pour l'histoire, à travers l'histoire de l'Espagne dans la première partie de la matière bac, ok, comme on a fait avec l'histoire de France, mais à l'école, ok, in life. Alors, je sais que si vous avez bien travaillé votre podcast, vous connaissez déjà la première partie qu'on va travailler dans cette unité, c'est-à-dire le carlisme, qui est un mouvement intéressant à connaître et comprendre pour bien savoir comment va se dérouler l'histoire de l'Espagne pendant ces premières années, ou ces années qui basculent entre la moitié du 19e siècle espagnol. On parle donc, et voici les titres de l'unité, de la construction de l'État libéral en Espagne, c'est-à-dire comment le libéralisme politique, qui est né notamment de la Révolution française et des idées des Lumières, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc la modernité, on peut dire, a du mal à s'installer en fait en Espagne. Donc, dans cette première vidéo, nous allons parcourir le premier pas de cette construction de l'État libéral, qui est symbolisé par les conflits, notamment entre les carlismes, partisans de la tradition et de l'ancien régime, et le libéralisme qui s'installe dans la cour royale comme des alliés d'une monarchie qui a du mal à faire face à ces mouvements carlistes, qui est en fait une guerre civile. Okay. Très bien. Donc, ces bilans de la période espagnole, de l'arrivée des idées illustrées, révolutionnaires ou libérales dans les pays espagnols, on l'a déjà travaillé en cours, je me rappelle. Ok, en fait, on s'était arrêté ici. Seulement, je vous rappelle que les idées qui arrivent de la Révolution française sont très renforcées par la guerre, l'invasion française, ok, une invasion qui provoquera une guerre des défenses. Les Espagnols se défendent contre l'invasion française, mais en même temps reçoivent les idées révolutionnaires et illustrées d'émancipation, des libérations qui sont nées lors du procès historique de la Révolution française en France. Cela va provoquer ou va inspirer la création d'un corps constituant de las Cortes de Cádiz et la constitution de 1812, la PEPA, qui va se manifester dans 3 années, en fait, ce qu'on appelle le Trienio libéral, où le général Riego, un général de l'armée espagnole libérale, va forcer que le roi Ferran VII, Ferdinand VII, accepte à nouveau la constitution de Cádiz, la PEPA, la constitution de 1812. Mais cette période se terminera par la réactivation de la contre-révolution, c'est-à-dire le retour de Fernando VII à l'absolutisme, grâce à la collaboration des autres monarchies de l'Europe, notamment à la monarchie récemment restaurée de la France. Okay, à travers les congrès de Vienne et les 5000 fils de Saint-Louis. L'armée contre-révolutionnaire française qui a aidé Fernando VII à prendre ou reprendre le contrôle du pouvoir absolu en Espagne, en finissant avec le Trienio libéral et donc avec la PEPA, encore une fois, comme il avait déjà fait les 1814. Ce qui nous pose la question de ces conflits entre le nouveau monde qui est né des idées de l'illustration de la Révolution française et l'ancien régime qui résiste à laisser la place à un nouvel ordre mondial, en fait. Bon, quelles sont les principales étapes de la construction de l'État libéral espagnol, c'est-à-dire la première partie de l'unité, l'unité 1 de l'histoire d'Espagne. Ça, c'est un index, ok. Je vous explique tout simplement ce que nous allons travailler dans la première unité. Je pense qu'on a fait aussi cette partie en cours d'histoire. D'abord, les guerres carlistes qui parcourent, vous voyez, des différentes périodes de cette histoire. On va se focaliser maintenant dans la première et la deuxième
qui est carliste. La première partie de cette étape, c'est la régence de Maria Cristina. Nous allons voir ce que ça veut dire régence et pourquoi Maria Cristina sera la reine régente de l'Espagne jusqu'à l'année 43. Plus tard, le règne effectif d'Isabel II, la fille de Ferran VII, qui va prendre les contrôles de la monarchie ou la direction royale du pays quand il a été proclamé adulte à 13 ans, le 1843, jusqu'à la révolution de l'année 68 qui va finir avec les Bourbons pour la première fois en Espagne. Les Bourbons sont expulsés à cause d'une révolution, c'est la révolution de septembre, la révolution gloriosa de 1868. Ce qui nous installe dans une nouvelle période, ce qu'on appellera le sexennat démocratique, qui parcourt le 68 jusqu'au 74. La Révolution gloriosa, la monarchie démocratique d'un roi italien, Amadeo de Savoia, et la première république espagnole, qui durera 11 mois en fait. Mais la fin de cette première république est la fin aussi de la période connue comme le sexennat al 6 ans démocratique. Bon, on commence par les commencements. Qui sont les carlistes? Je répète que si vous avez bien travaillé votre podcast, vous connaîtrez déjà les idéaux ou l'essence de ces mouvements qui a mis en échec la monarchie espagnole, la monarchie de la régence de Maria Cristina et de la petite Isabel II. Bon, les carlistes, je vous explique un peu comment ça se passe, les procès. En 1833, le roi Fernando VII, il est mort, et il est mort sans descendance masculine. Ok? Alors, la loi a dicté que seuls les hommes avaient le droit d'hériter la couronne. Fernando VII est mort sans descendance masculine, donc il a, quand il savait déjà qu'il était malade et qu'il allait mourir, on peut dire, pour continuer, que la couronne continue dans sa famille, dans sa femme et dans ses filles, il va signer la Pragmatica Sanction. C'est une loi pour laquelle on élimine, on a supprimé la loi salica. La loi salica, c'est la loi qui exige que les hommes héritent la couronne. Okay? Donc, ces mouvements a permis et a provoqué que l'héritière de Fernando VII soit sa fille Isabel II. Okay? La petite Isabelle, héritière. Mais le frère de Fernando, Carlos María Isidro de Bourbon, il a proclamé, le jour de la mort de son frère, il a proclamé sa légitimité en disant la Pragmatica Sanction, la loi qui provoque qu'Isabelle soit héritière, est contraire à la tradition de la monarchie bourbonienne espagnole, et donc moi, je suis le roi légitime de l'Espagne. La couronne doit passer à ma tête, et pas à la tête de ma nièce Isabelle, qui est en plus une petite fille qui a 3 ans à la mort de son père. Donc, la proclamation de légitimité de Carlos de María Isidro de Bourbon est contraire à que Isabelle puisse hériter la couronne, mais aussi à la régence installée de sa mère, la régence de Maria Cristina, qui est la femme de Ferran VII, la mère d'Isabelle. Donc, avec la proclamation de cette légitimité de Carlos María Isidro de Bourbon, commence un conflit pour la légitimité de la couronne espagnole, un conflit pour le droit à régner la monarchie hispanique. C'est le début des guerres carlistes. Carliste fait référence à Carlos María Isidro de Bourbon, qui se dira « Je suis Charles le Cinquième ». Charles le Quatrième était son père, le père de Fernando VII aussi. « Je suis Charles le Cinquième et je suis le roi légitime de l'Espagne. Tous ceux qui croient à ma légitimité doivent venir avec moi et faire la guerre contre ma belle-sœur, Maria Cristina, qui a usurpé la couronne grâce à une loi illégitime, la Pragmatica Sanction. Et voilà
que l'Espagne va se trouver dans une situation de guerre civile, des violences, des conflits. Une guerre qui durera, comme vous pouvez bien voir, jusqu'à l'année 39. C'est la première guerre carliste. Après, il y aura des autres reprises avec des autres candidats héritiers de Carlos María Isidro de Bourbon à la couronne. Okay, mais on y arrivera à son tour. L'Espagne, je répète, est en feu. Qui sont ces carlistes? Autour de quelles idées vont-ils construire une alternative? Bon, le carlisme est un mouvement qui réclame le retour à la tradition, dans le sens qu'il va avoir un soutien très très fort d'un côté de l'Église catholique et du traditionnalisme catholique, mais aussi, comme vous pouvez voir dans les images au milieu, dans la paysannerie. C'est un mouvement qui va avoir un impact très fort dans les milieux ruraux. Il est beaucoup plus rare de trouver des carlistes dans les grandes villes, comme Barcelone par exemple, il y en a, mais ils ne sont pas une majorité. Dans les grandes villes, c'est le libéralisme qui s'impose notamment comme idéologie à la mode. Mais dans les milieux ruraux, plus éloignés de tous les changements sociaux, économiques qui se passent dans les noyaux industriels, c'est le carlisme notamment qui prend un peu de la force. Soutien de l'Église catholique, soutien dans les milieux ruraux ou dans la paysannerie, et exigence de retourner à un état intérieur des événements ou des faits, c'est-à-dire un retour à l'ancien régime, aux rapports féodaux, okay, c'est-à-dire à la création à la reprise de la tradition sociale, économique, culturelle, morale, etc. Donc le carlisme, c'est un mouvement qui prône d'un côté le rôle principal de la religion catholique dans la vie privée et quotidienne. La religion catholique, en ces cas, romanique, apostolique, blablabla, doit être la guide de la morale et de l'esprit. En deuxième lieu, le carlisme signifie un refus absolu au libéralisme. La nouvelle idéologie qui vient de s'imposer petit à petit dans des conflits, dans des troubles, dans des problèmes, mais depuis la Révolution française. Le carlisme est donc une critique au libéralisme dans sa forme idéologique, éthique et morale. Donc ils sont contraires, on peut dire, à cette idée que tous les hommes sont égaux en droit et demeurent égaux en droit. Mais aussi, c'est une critique et ça c'est important, à la situation sociale et économique causée, provoquée par l'industrialisation. Okay, ils ne veulent pas avancer avec les temps, ils veulent rester dans la tradition, ce qu'on appelle immobilisme culturel. La tradition et la ruralité comme base de la société. En troisième lieu, l'ancien régime et l'absolutisme conforment de gouvernement sous les principes de Dios, Patria y Rey. Je pense que vous connaissez déjà la chanson. Pour Dios, la patria y Rey. Et aussi ce qu'on appelle los fueros, ou en français la constitution ancienne ou traditionnelle. Okay? Ça, c'est un fueros. C'est quoi les fueros? Bon, les fueros, ce sont les constitutions, les lois médiévales, féodales, qui doivent guider encore au XIXe siècle, selon les carlistes, la société, qui doit dicter la manière dont on s'organise au niveau social, économique, éthique, moral, religieux, etc. C'est pour cela que, en fait, le carlisme va avoir un soutien très fort dans des régions particulières, parmi lesquelles le Pays basque, Euskadi, et la Catalogne, mais aussi l'Aragon et Valence. Et pourquoi? Bon, parce que ce sont des territoires qui, avant l'arrivée des Bourbons en 1714, avaient déjà des lois traditionnelles, avaient déjà ses propres constitutions anciennes. Okay? Donc, ils vont chercher un soutien dans les gens qui croient à la récupération de ces institutions. C'est pour cela, en fait, que le carlisme aura un très important soutien dans les régions qui, d'une manière ou d'une autre, essaient de récupérer ces droits intérieurs à l'arrivée du centralisme absolu ou absolutiste des Bourbons
après la guerre de succession en 1714. Ok. Voilà, ce sont des images des constitutions anciennes, comme par exemple celle de la Catalogne, celle qu'on avait mise en place dans les Andes. Au milieu, on trouve la constitution de l'Aragon, etc. Les coins de l'anecdote. Aujourd'hui, le parti carliste, qui s'appelle Comunión Tradicionalista, si je ne me trompe pas, existe encore. Vous voyez ici, c'est homme au milieu, c'est Carlos Javier de Borbón, Parma de Orange de Nassau, qui a beaucoup de titres, comme vous pouvez voir, qui est aujourd'hui encore le prétendant carliste. Donc le carlisme continue à exister sous la forme de parti moderne. Un parti qui ne cherche plus le retour à l'ancien régime, bien évidemment, mais qui est très contraire, par exemple, au capitalisme, à la globalisation et à cette manière de vivre ultra-matériel. Okay, en tout cas, si vous voulez chercher des informations, c'est intéressant. Ils ont une page web et voilà. Et une caricature des carlistes vue en 1870. Okay, ça, c'est un peu plus loin de la période qu'on est en train de travailler. Et cette image, elle appartient à la troisième guerre carliste. Mais je pense qu'il est intéressant de la voir maintenant pour voir de quelle manière la critique satirique ou fait de la satire de ces mouvements. Vous voyez comment les partisans des carlistes, okay, ils sont représentés comme des moutons, et on voit aussi la frontière naturelle des Pyrénées, parce que ça se passe notamment dans le nord de l'Espagne, soit le Pays Basque, soit la Catalogne, des territoires touchés par la frontière française, et donc par les Pyrénées. Mais bon, on récupérera cette caricature en travaillant les sections démocratiques et la troisième guerre carliste. Encore des autres anecdotes ou des images. Les carlistes ont participé à la guerre civile espagnole du côté des soulevés, du côté fasciste, et ils ont même fait partie du Movimiento Nacional, okay, le grand mouvement politique organisé par Franco pendant la guerre et qui appuie organiser la dictature franquiste. Mais cela, on le verra à Segunda Bachillerat. Tout simplement parce que vous voyez le drapeau, la croix rouge carliste qui est présente dans ces affiches de la guerre civile espagnole et du mouvement soulevé fasciste militaire. Tout simplement. Ok. Au-delà de la guerre, Maria Cristina prend la direction de la monarchie en attendant que sa fille ait la majorité d'âge, soit adulte. Et quelles sont les périodes, quelles sont les étapes que nous allons voir de cette régence de Maria Cristina? Nous allons voir d'abord le rapprochement vers les libéraux, okay, les statuts royaux dans ce sens de 1834, les réformes progressistes et la constitution de 1837, et la régence de la régence, c'est-à-dire le général Espartero, qui est un général qui va être très populaire, très connu, très célèbre, parce qu'il sera le responsable, on peut dire, de la victoire contre les carlistes. Donc le responsable de la paix sera quelqu'un de très connu, et lui, il va profiter de cette popularité et qu'il est très proche de Maria Cristina pour prendre le pouvoir, le contrôle, l'année 40, et se proclamer le régent. C'est pour cela que je dis la régence de la régence. Mais bon, on y arrivera. Donc, ça, c'est les plans d'études de la première période, de l'année 33 jusqu'à l'année 43. Vale? Des idées importantes qu'on va voir un peu plus en profondeur. D'abord, le rapprochement vers les libéraux. Comment, dans les contextes des guerres carlistes, c'est-à-dire un mouvement antilibéral, la couronne héritière de Ferran VII, qui avait été le dernier roi absolu de l'Espagne, a dû se rapprocher des libéraux pour avoir un soutien militaire, économique, social et faire face à la menace carliste qui exige les trônes, qui exige la couronne. Pour faire cela, il y a des essais. Un premier essai qui ne durera que 3 ans parce qu'il signifie une très faible concession aux libéraux. Les libéraux vont demander un prix pour les soutiens. Ça, c'est les statuts royaux. Okay? Ce n'est pas une constitution, c'est une charte octroyée
le roi, en ce cas la reine régente, au nom de sa fille Isabelle II, va donner quelques avancées, va offrir quelques avancées on peut dire, de caractère libéral pour réussir les soutiens des libéraux. Mais les libéraux ne seront pas contents avec ces mesures parce qu'ils vont juger les mesures comme très peu avancées, très peu progressistes. Et c'est pour cela qu'après un mouvement, une sorte de petit coup d'État ou de pronunciamiento, les progressistes sont au pouvoir ou prennent l'initiative du gouvernement, vont mettre en place des réformes très importantes et une constitution. On peut dire la première constitution après la PEPA, celle de 1837. Et bon, finalement, l'arrivée d'Espartero la fin de la régence de Maria Cristina. On commence par le rapprochement vers les libéraux. Je vais essayer de vous partager les idées pour lesquelles on peut comprendre ces rapprochements. Okay. N'oubliez pas, là, voilà le fond de l'écran, que l'Espagne se trouve au milieu d'une guerre civile après la proclamation de légitimité de Carlos María Isidro de Bourbon, okay, la première guerre carliste. Donc, ce contexte, il est super important, nécessaire de l'avoir dans la tête pour bien comprendre ces mouvements de rapprochement de la couronne espagnole, la couronne María Cristina Isabel, et les libéraux en Espagne, c'est-à-dire le partisan du libéralisme politique, soit plus conservateur, soit plus progressiste. Contexte des premières guerres carlistes, il y a un risque, un danger, okay, que la couronne Isabelle et Maria Cristina soit isolée à cause de la dispute de succession. Si la légitimité elle est contestée, si la légitimité elle est mise en doute, parce qu'il y a un mouvement qui proclame la légitimité, il y a un risque, il y a un danger très important pour la couronne espagnole de Maria Cristina et Isabelle, et c'est de rester isolée, aïlladas a tot. Okay. Donc il faut trouver des alliés. Il faut trouver des alliés. Avec quel objectif? Avec l'objectif de faire cause commune avec quelqu'un, dans ces cas les libéraux qui ont le pouvoir et qui ont une influence très importante dans l'armée, par exemple, à cette époque-là, mais aussi dans les milieux urbains, dans les grandes villes de l'Espagne, pour réussir de la protection et faire face militairement, faire face à la guerre carliste, mais aussi pour rassembler de la légitimité. C'est-à-dire, si je suis isolé et je proclame mon pouvoir, il est beaucoup plus difficile d'accepter cette légitimité. Mais si j'ai des alliés qui acceptent ma légitimité, là, je vais montrer que ma légitimité elle est plus complète, elle est plus sincère, elle est plus, elle est plus légitime, hein, si vous me permettez. Donc, on va mettre en place une mesure qui va permettre le rapprochement des libéraux et le fait que les libéraux vont entrer aux différents gouvernements mis en place par Maria Cristina, qui est la reine régente, donc qui a les pouvoirs du pays. Et ces méthodes-là, c'est l'amnistie des libéraux qui avaient été mis en prison par son mari pour être des libéraux, pour ses idées. Maria Cristina va ouvrir les prisons par des raisons politiques, et comme c'est là, il va convaincre les libéraux de se situer, l'entourer et la soutenir pour faire face aux carlistes. En échange, elle va libérer les prisonniers politiques libéraux de son mari et en même temps va leur offrir la possibilité de petit à petit entrer dans les différents gouvernements. Okay. Donc vous voyez que l'entrée des libéraux dans les gouvernements, dans la couronne espagnole, dans les pouvoirs politiques espagnols, va se donner dans ce contexte à cause ou grâce à la proclamation d'un mouvement absolutiste. Okay, parce que c'est une réponse, ces rapprochements, à la guerre carliste. Voilà, je ne sais pas si c'est une idée très complexe, mais je pense que sinon on peut la discuter par vidéoconférence, par courriel, comme vous voulez. Okay. Alors, encore une autre manière de symboliser les rapprochements, c'est le statut royal de 1834. Qu'est-ce que c'est? C'est une charte octroyée. Ok, une charte octroyée, ce n'est pas une constitution parce qu'on ne proclame pas la souveraineté nationale ou populaire. On dit que le roi a compris le peuple ou la reine régente, en ce cas en Espagne, et elle va offrir quelques libertés, quelques droits, etc.
Euh, les statuts royaux de l'année 34, il va avoir très peu de... On peut dire, elle avance très peu, c'est pour cela il ne durera que 3 ans. Mais c'est important de le noter comme première tentative légale voilà, de symboliser ces rapprochements avec les libéraux. Qu'est-ce qu'on voit dans les statuts royaux? Que la souveraineté elle est partagée par le roi et la chambre. Ok, donc pour la première fois, un roi espagnol déclare qu'il n'est pas le seul souverain, mais que la chambre qui est représentative est aussi souveraine. Mais cette chambre, bien évidemment, elle est remplie par des trucs ultra censitaires, c'est-à-dire par la richesse et par la proximité au pouvoir royal. Okay? Pas tout le monde peut entrer dans la chambre. Donc cette souveraineté, elle est assez fausse, on peut dire. Vous comprenez l'idée? Des faibles concessions au libéralisme, rien à voir avec la constitution libérale, vraiment libérale de 1812, la PEPA. Et dans le sens qu'il n'y a pas de reconnaissance de droits individuels, pas de division de pouvoir, donc tout reste comme ça, c'est, on peut dire, du maquillage, ok? Une manière de montrer que on pense au libéralisme, mais sans être vraiment libéral. Il y a une idée intéressante que c'est pour la première fois en Espagne, on installe un parlement bicaméral, comme aujourd'hui, qu'il y a le Congreso de los Diputados, il y a le Senado. Mais ce parlement, établi par les statuts royaux de l'année 34, il est formé par la chambre de próceres et la chambre de procuradores. Próceres, los que hacen, procuradores, los que controlan o vigilan. Qui sont los próceres? Bon, en fait, ce sont des députés élus directement par la couronne. Et pour être élu prócer, il faut avoir le titre de Grande d'Espagne, qui est un titre royal symbolique avec de l'argent donné, octroyé par la couronne, des archevêques, ou en plus d'être Grande d'Espagne ou archevêque, il faut démontrer que vous avez en propriété 60 000, de 60 000 à 120 000 réals, c'est-à-dire être millionnaire à l'époque. Donc vous voyez quelle sorte de souveraineté populaire propose le statut royal. En plus, il y a la chambre de procuradores, la chambre basse, on peut dire, qui est élue au suffrage indirect et censitaire, c'est-à-dire il n'y a pas des élections ouvertes. Et pour être représentant de la chambre de procuradores, il faut avoir plus de 12 000 réals, ça veut dire les 0,15% de la population espagnole de l'époque. Voilà les premières concessions libérales de la monarchie espagnole. Bien évidemment, ces mesures ne suffisent pas à remplir le besoin libéral pour bien avoir un symbole. C'est pour cela en fait que on peut parler de certaines conséquences. D'abord, division entre les libéraux. Ceux qui soutiennent la régente et les statuts et pensent que ça va, pour l'instant ça va, seront, on peut dire, la naissance du libéralisme modéré ou conservateur. Mais tous ceux qui critiquent de l'autre côté la manque des progrès du statut royal et la nécessité d'aller plus loin dans les réformes libérales, on peut dire que vont remplir l'espace des progressistes. Le statut royal aussi va provoquer de fortes protestations et de la conflictualité sociale, comme des mouvements des protestations dans les grandes villes, comme Barcelone et Madrid, des révoltes anticléricales, aussi expliquées par la situation de la guerre carliste. On a jugé que l'Église catholique aidait les mouvements carlistes, et pour cela, on s'est attaqué à des différentes institutions ecclésiastiques comme les monastères ou certaines églises dans les grandes villes où les idéaux libéraux et donc anti-carlistes sont beaucoup plus exacerbés. Et aussi des révoltes ouvrières dans le cadre de la naissance de l'industrialisation. Et c'est les cas en fait, oui, qui sont mélangés parfois notamment. Et je vous explique les cas des révoltes urbaines qui ont lieu l'année 35 à Barcelone, connues sous le nom de Bullangas.
Je pense que oui, voilà. Ici, vous avez un link d'une vidéo qui est intéressant. Je pense que vous pouvez le regarder. D'un programme de VTV qui parle de cet épisode-là. Mais ce sont des révoltes qui vont provoquer voilà, des fortes problèmes, bouleversements dans la ville de Barcelone. On va brûler pas mal de couvents, de monastères qui sont en centre-ville. Et c'est très curieux de voir comment dans les espaces laissés par ces bâtiments détruits, qui ont été incendiés et donc détruits à la fin, on a installé des usines. Et c'est la naissance, à partir de ces révoltes et l'installation des usines qui vont venir, c'est la naissance du premier quartier industriel de l'Espagne. Vous savez où? Dans les quartiers du Raval, à Barcelone. Je pense que vous avez fait la sortida de la Barcelone Industrial, Tarcedeso, peut-être avec moi même, parce que je me rappelle de l'avoir fait. Et on vous a expliqué ça, que le Raval, c'était le premier quartier industriel de l'Espagne. Mais bon, en tout cas, a les Bullanes, fixeu-vos, això és Barcelona, la Rambla aquí al mig, bon, però fixeu-vos que encara hi ha les muralles aquí, que les estiraran als anys 50 amb el Pla Cerdà. Et tout simplement, ok, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo est pas mal. Les climats de conflictualité sociale provoqués soit par le faible progrès et concession libérale dans les statuts royaux, mais aussi la guerre, mais aussi l'installation des premiers quartiers industriels et donc la naissance d'un prolétariat, d'un mouvement ouvrier, on peut dire, notamment à Barcelone, dans ces années-là. Et les refus d'une partie importante des libéraux, les plus progressistes, au statut royal dans les 34, vont provoquer, pour calmer la situation, l'appel de la régente aux libéraux progressistes, ce qui refuse l'installation de la statut royal au pouvoir, au gouvernement. Pourquoi faire? Pour aller plus loin avec les réformes et comme ça calmer l'esprit de la société espagnole, je répète, notamment dans les milieux urbains, et bien pouvoir donc envisager la guerre carliste et aussi mener des mesures, des réformes pour calmer la conflictualité. Et avec ça, ok, on arrivera, mais là, je vais m'arrêter ici, excusez-moi. Et on arrivera à l'entrée des ces libéraux. Ok, je vais vous expliquer un peu, mais je laisse cela pour une autre vidéo. Ok, où l'on va parler des réformes progressistes, de la constitution de l'année 37, de la fin de la première guerre carliste et la régence de Baldomero Espartero. Ok. Bon, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo soit utile et vous aide voilà, à ne pas perdre le fil de l'histoire d'Espagne. En tout cas, si vous avez des doutes, des questions après avoir regardé la vidéo, après avoir pris vos notes, renforcer et élargir les notes avec les dossiers didactiques, je vous dis que vous pouvez bien sûr vous mettre en contact avec moi et on en parlera. Ok? Sinon, on se voit vendredi pour la vidéoconférence. Et bon, et à bientôt. Ciao, ciao.